Chers téléspectateurs d'Africab Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Parlons droit. Nous avons le plaisir et le privilège de nous entretenir aujourd'hui avec le docteur Issouf Yago. Monsieur Yago, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. C'est un honneur. Monsieur, ou plutôt le docteur Yago, est justement docteur de l'université Sorbonne Cité en droit public. Il a fait une thèse sur les systèmes des partis au Mali de 1960 à nos jours. Il a été également chargé d'enseignement dans plusieurs écoles de la place. Il a aussi été directeur de la stratégie et de la prospective dans une agence importante de la place également. Et aujourd'hui, il est directeur chargé des affaires juridiques et du contentieux. C'est bien cela? Exact. D'accord. Donc de manière sommaire, pour qu'on puisse aller directement peut-être sur le sujet qui va aujourd'hui porter sur la charte et le système des partis politiques au Mali. Donc, sans plus attendre, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelle est la différence entre la politique et le politique avant de parler à proprement dit des partis politiques? Merci beaucoup, merci à Africab Télévision, merci à l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent. Alors, disons que le mot politique, si vous voulez, est polysémique, assez polysémique. Si vous prenez la science politique, c'est la science des faits politiques, c'est la science qui analyse les phénomènes politiques. Ceci explique un tout petit peu la polysémie du mot politique. Prenons l'adjectif politique. Politique fait référence, si vous voulez, aux institutions, fait référence au mode de gouvernement et fait référence à l'exercice du pouvoir. Cela renvoie, si vous voulez, aux institutions politiques, au régime politique, aux hommes politiques et même la science politique. Maintenant, si nous prenons la politique au féminin, c'est l'arène où s'affrontent les responsables politiques pour la conquête et l'exercice du pouvoir. C'est le champ où s'affrontent les responsables politiques pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Si vous prenez cette fois-ci une politique ou les politiques, cela fait référence, si vous voulez, aux politiques publiques, aux activités, aux actions politiques qui ont pour objet de répondre aux nombreuses demandes des populations. Donc, une politique, par exemple, de logement, une politique de santé, une politique de défense, etc. Faire référence à des activités ou des actions destinées à répondre à une certaine demande. Enfin, si nous disons un politique, ou du moins un politique ou le politique, cela nous renvoie vers l'homme politique, l'individu qui exerce une fonction politique, qui exerce le pouvoir ou qui a la prétention ou l'aspiration d'exercer ce pouvoir. Et très généralement, l'homme politique préfère l'appellation politique, le politique politicien, qui peut avoir une connotation assez parfois péjorative pour certaines personnes. D'accord. Donc, si on a bien compris, le mot politique est non seulement polysémique, mais aussi androgyne, parce qu'il peut se mettre au féminin, il peut se mettre au masculin. Exact. Et en fonction du contexte dans lequel on l'utilise, il peut avoir parfois une connotation péjorative. Exact. Notamment lorsque, par exemple, les gens qui pratiquent cet art-là, on les appelle des politiciens, ils sont pas forcément fervents de cette appellation-là. Ils préfèrent peut-être politistes, je ne sais pas, il faudra voir. Mais vu justement toutes ces informations et vu le contexte dans lequel nous vivons au Mali, les partis politiques en tant que tels, on sait qu'il y a une charte des partis politiques. Exactement. On sait qu'il y a un système, entre guillemets, qui est dit démocratique depuis un certain moment, pour ne pas dire depuis l'indépendance, même s'il y a eu différents régimes qui se sont succédés. On sait que vous avez fait une thèse sur ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous donner vraiment dans les grandes lignes quels sont les types de systèmes
déjà politiques auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre du Mali de 60 peut-être à nos jours, mais vraiment de manière sommaire, et quels sont les systèmes des partis eux-mêmes dans le cadre et dans leur mission et dans leur fonctionnement? Alors, deux choses. La première des questions, si vous voulez, elle concerne la charte. La charte, elle est récente, hein, de 91, juste après la révolution de mars 91. C'est d'ailleurs une œuvre du CTSP. Cette charte a été modifiée en 2005. Elle a pour objet de régir les conditions de formation des partis politiques, leurs modalités de fonctionnement et les conditions d'accès au financement public. Voilà un peu le rôle de la charte au Mali. Donc, déterminer les conditions de formation, déterminer les conditions de fonctionnement, si vous voulez, et enfin, les modes d'accès au financement public. Maintenant, le système partisan dont on parle depuis 1960, d'abord, le professeur Duverger disait que pour parler de système, il faut qu'il y ait deux. Donc pour lui, si nous sommes dans un système, c'est qu'il y a au moins deux partis. Et si on va dans cette acception ou dans cette compréhension des choses, on dirait que sous la Première République, il n'y a pas eu de système. Au début, oui. Au début, si vous voulez, le Mali, par nature, est un pays, on va dire, démocratique, parce que c'est ce qui était marqué dans la Constitution de 1960, multipartisme, mais peu à peu, en fonction des fonctionnements, en fonction de l'évolution du régime, cela s'est transformé en parti unique de fait. Excusez-moi, juste pour rebondir sur ce point-là, normalement la question, il y a d'autres éléments sur lesquels vous devez venir d'ailleurs, mais je voulais quand même insister sur la partie justement du parti unique. C'est-à-dire qu'on sait que par exemple en Chine, en Corée du Sud, c'est des partis uniques. Je ne dis pas forcément que c'est des bons modèles, mais d'un point de vue économique, même ces pays-là, on va dire, sont plus développés que nos pays dits dans des systèmes démocratiques pérennes, souverains, pour l'égalité de tous, etc. Donc est-ce que ce système, à l'époque, déjà, a eu des retombées positives en termes économiques? Ça va être compliqué à déterminer, mais est-ce que vous pensez vous-même que ce système-là, le système justement du parti unique, c'était mieux avant, ou le multipartisme c'est bon, mais on est dans un cadre où c'est exacerbé? Qu'est-ce que vous pensez de la disposition même des partis politiques aujourd'hui et des partis politiques de ces différentes époques qui sont passées? Ça dépend de quel côté où on se place pour analyser la chose, mais il a été démontré que, par exemple, sous la Première République de Modibo Keïta, de 1960 à 1968, parce que la Deuxième République, si vous voulez, commence à partir de 1974, officiellement, parce que c'est la deuxième constitution qui vient. Sous ce régime, il y a eu effectivement un développement économique en raison de l'orientation socialiste de l'économie. Il y avait des industries très développées dans le pays, il y avait de grandes entreprises qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Il y a des industries qui n'existent pas aujourd'hui, qui étaient par le passé dans le parti unique de fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de système mauvais en soi, il n'y a pas de régime mauvais en soi. Ce sont les modalités pratiques de fonctionnement des institutions qui peuvent, si vous voulez, pervertir un régime. Sinon, par nature, un régime n'est pas mauvais lorsqu'il est adapté aux réalités socio-économiques du pays. Comme vous l'avez dit, en Chine, ça fonctionne plus ou moins correctement. Et dans d'autres pays également. Et ces pays sont économiquement bien partis, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on peut dire que la démocratie n'est pas un problème pour le Mali. C'est sa compréhension qui pose problème. Parce qu'on a l'impression que dans notre démocratie, les individus ont tous les droits, mais n'ont pas de devoirs. Donc, du coup, ça pose problème. Tout le monde se lève et dit j'ai des droits, nous sommes en démocratie, j'ai cette liberté de faire. Et chacun va interpréter les libertés en fonction de son positionnement actuel. Et donc, ça force un peu
l'organisation ou même le fonctionnement du pays. Donc, Mais sans être dans une dictature ou un régime vraiment autoritaire, on dit aussi qu'au Mali, le président a beaucoup de droits, a beaucoup de possibilités, notamment par rapport aux différents pouvoirs qui sont le judiciaire, l'exécutif et le législatif, parce qu'il intervient dans différents chaînons et par rapport à tous ces pouvoirs-là. Donc, quelque part, on dit qu'il y a le président qui a trop de pouvoir, on dit aussi qu'il y a le peuple qui a trop de pouvoir. Est-ce qu'il ne faut pas choisir un système définitif? Parce que le peuple qui ait trop de pouvoir, c'est effectivement ça la démocratie. Le président, qu'il ait beaucoup de pouvoir ou qu'il en ait trop, on se retrouve un peu dans une autocratie, si je peux dire ça comme ça. Comment on équilibre les deux? C'est-à-dire comment on arrive à un équilibre entre les citoyens qui ont des droits et les chefs qui ont une redevabilité envers ces citoyens-là? Au fait, ça dépend du choix primaire qu'on a fait. En fait. Le régime, si vous voulez, de 92 est calqué, si vous voulez, mot pour mot, à la différence près, où il y a une différence d'articles, il y a une différence entre les deux chambres, parce qu'il existe deux chambres en France et une chambre au Mali. Juste cette différence, sinon, c'était un régime qui est calqué sur la Constitution de 1958. Et la Constitution de 1958, De Gaulle l'a voulu à sa taille lui-même, au fait. Il souhaitait que le président soit, comme dans les mots de Michel Debré, que le président soit la clé de voûte du système. La clé de voûte du système. Donc le président aura effectivement un certain nombre de pouvoirs et quasiment irresponsable, ne peut être renversé par aucune assemblée. Donc ce choix, si vous voulez, c'est ce qui entraîne ces difficultés que nous connaissons. Les retards que nous accusons aujourd'hui. Voilà, et les retards que nous accusons. Mais des réformes structurelles, des réformes bien pensées, bien réfléchies, permettra au Mali de rééquilibrer cela. Parce que tant que nous avons procédé dès 1960, depuis 1960 d'ailleurs, à faire un mimétisme des constitutions occidentales qui ne sont pas adaptées, applicables de façon automatique aux réalités politiques, socio-économiques de nos pays différents. Ça concerne tous les pays de l'Afrique francophone. Donc il faudra que notre constitution prenne en compte nos réalités, et qu'on puisse amorcer des réformes constitutionnelles qui ne vont pas diminuer le pouvoir du président. Ce n'est pas l'objectif, mais de rendre le pouvoir du président un peu acceptable et dans une portion congrue. Le cadrer, quoi. Voilà, le cadrer. Un peu. D'accord. Et les partis politiques, parce que je vous ai un peu coupé dans votre intervention tout à l'heure, les partis politiques au Mali, aujourd'hui, on se dit qu'il y en a beaucoup, je ne sais pas si c'est 200 ou 300. On sait qu'il y a d'autres grandes démocraties, entre guillemets, comme les États-Unis, où il y a énormément de partis également. Tout à fait. En France aussi, il y a beaucoup de partis. Mais on a là-bas, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a des blocs et qui sont bien définis. Au Mali, on n'a pas de blocs. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? Alors, cette question nous ramène dans le système partisan. Le système partisan, c'est l'interaction ou l'interrelation qu'on peut avoir entre les partis politiques dans un système donné. Ce système, cette interaction peut être conflictuelle, c'est-à-dire de compétition. Elle peut être d'alliance, où les partis vont fonctionner ensemble dans un consensus mou. Mais ce qui se pose aujourd'hui au Mali, c'est que, effectivement, vous le notez avec précision d'ailleurs, au Mali, il y a beaucoup de partis. De même, aux États-Unis, il y a beaucoup de partis. De même, en France, il y en a beaucoup. Mais la pratique institutionnelle a fait que, par exemple, en France, on a pu dégager deux blocs. Parce que pourquoi? Parce que les partis sont créés sur la base idéologique, avec un projet de société, une idéologie. Vous êtes de gauche, je suis de droite,
ils sont du centre. Bien qu'on dise que le centre n'existe pas en politique, mais ils sont du centre. Donc, vous avez cette lecture des choses. Deuxièmement, ce qui fait que nos partis augmentent beaucoup au Mali, c'est dû à la faiblesse d'une certaine législation. Nous, dans nos recherches, nous avons pu démontrer que les partis sont nombreux parce que les conditions de création de partis sont assez flexibles. Et deuxièmement et surtout, les conditions d'accès au financement public destiné aux partis sont assez flexibles. Et souvent, ça nous ramène à une analyse économique de l'augmentation des partis politiques. Nous sommes dans une société où la mobilité sociale est très réduite. D'accord ? On a tendance à comprendre que quand on est pauvre, on va grandir pauvre. Et quand on est riche, peut-être qu'on va continuer à rester riche, mais on ne sort pas d'une classe sociale à une autre classe sociale très rarement. Et le coefficient du Gini est très, très bas dans notre pays. Donc, c'est ce qui permet de mesurer les inégalités dans un pays. Donc, il n'y a pas une redistribution équitable des richesses. Qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui explique peut-être quelque part l'augmentation des partis politiques? C'est que le fils de pauvre, entre guillemets, parce que c'est une notion qui est relative, la pauvreté, a vocation à rester pauvre tant qu'il n'est pas capable d'exercer une activité d'une haute intelligibilité. Tant qu'il n'est pas footballeur, il est coincé à rester dans son statut social. Tant qu'il n'est pas bon chanteur, il est coincé à rester dans son statut social. Et tant qu'il n'est pas, par exemple, bon danseur, il est coincé à rester dans son statut social. Mais on dit que les partis politiques ont une fonction de mobilité sociale. Vous avez un élu qui est élu dans son quartier, très pauvre dans son quartier, mais qui arrive à franchir un certain seuil et rentrer dans la cour des grands, si vous voulez. Donc, la politique devient un refuge pour atteindre, pour prendre, si vous voulez, l'ascenseur social. Donc, si je comprends de manière simple, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent être issues de classes très modestes, voire pauvres, qui voient en la politique un moyen d'accéder plus facilement, peut-être, pour parler crûment, à de l'argent. Pour eux, c'est quelque chose qui peut leur permettre de changer leur vie plutôt que de changer la vie des autres. Effectivement, c'est une explication. C'est ce qui va justifier un peu la création des beaucoup de partis qui ne vont pas être créés sur des bases idéologiques, mais qui seront créés pour l'appât du gain. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, lorsque vous créez un parti politique, la loi sur les financements dit que pour bénéficier du financement des partis politiques, il faudra d'abord créer un parti, avoir un siège qui est différent du domicile de son dirigeant. Ensuite, tenir une comptabilité que l'on dépose, faire en sorte de respecter le JAR, parce que quand vous respectez le JAR lors d'une élection, vous avez un quota, je ne sais pas si c'est de 10%, je ne me souviens plus. Lorsque vous présentez des candidats à des élections, même si vous ne gagnez pas, vous avez un quota. Ensuite, lorsque vous avez des élus, vous gagnez, vous avez, si vous voulez, un certain montant. Et si vous prenez le financement des partis sur la période donnée, vous allez voir que quoi qu'il arrive, certains partis arrivent à obtenir au moins 8 millions, 7 millions, 2 millions. Sans élus. Parce qu'ils ont respecté, par exemple, les critères du JAR. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des partis qui ne sont pas opérationnels, qui n'existent que sur le papier et qui n'ont pas d'élus, mais qui sont appelés partis politiques, qui viennent augmenter le nombre de partis sur l'échiquier politique, ce qui fait que le système partisan n'est pas dynamique. Alors qu'on dit que le bon système partisan, c'est celui qui permet d'avoir un exécutif stable. Si vous prenez la France, vous avez un bon système partisan bipolaire. Ça permet à François Fillon d'être Premier ministre pendant 5 ans. Aujourd'hui, dans notre République, vous allez trouver aucun parti qui peut aujourd'hui gagner les élections à lui seul. Ce n'est pas possible. Il faut s'associer avec d'autres partis avec qui on n'a pas forcément les mêmes idéologies, les mêmes visions, les mêmes façons de voir. Et ça me permet de rebondir également sur les dernières élections législatives. Malgré les résultats contestés, on a vu dans la constitution des listes que des partis clairement de l'opposition sont allés avec des partis clairement de la majorité. Pour faire simple, on a eu des listes RPM-URD, par exemple. Exact. Et dans certains pays, c'est du non-sens. C'est inimaginable. Est-ce que la loi a prévu
des choses peut-être pour bloquer cela ou pour sanctionner cela, et peut-être aussi par rapport à la transhumance politique qu'il peut y avoir après les élections, ou ce n'est pas le cas, et il faudra peut-être l'envisager comme solution pour que justement on arrive à rentrer dans des systèmes dynamiques, comme vous dites, mais cloisonnés, où chacun, en gros, est dans son camp, quoi. Je pense que aujourd'hui, la loi n'a rien prévu pour cela. Vous avez pu constater que les partis de la majorité étaient sur la même liste que les partis de l'opposition. Au-delà, on peut se comprendre. Des partis qui n'ont pas les mêmes idéologies étaient sur la même liste. Un parti de gauche et de droite, ou un parti de gauche ou d'extrême droite, ne peuvent pas être sur une même liste. Il n'y a pas de cohérence ni de vérité dans cette histoire. C'était sûrement à des fins électoralistes. C'est-à-dire que le système qui permet aujourd'hui de le faire, et si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de député. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu ce qui explique la situation dans laquelle on se trouve? Parce que à ce moment-là, moi, si je suis le peuple, je me dis, finalement, majorité, opposition, ils sont tous ensemble. Donc, pour moi, ça, c'est les politiques, et nous, c'est le peuple. Donc, finalement, peut-être que la démission du peuple par rapport aux politiques peut aussi venir de ce type d'alliance contre nature, entre guillemets. Exactement. Au fait, c'est ce qui provoque aujourd'hui la montée d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs politiques aujourd'hui. Qui ne sont pas des acteurs politiques, d'autres acteurs qui société civile, la société civile, les religieux, qui prennent le devant, qui sont mieux écoutés que les partis politiques. Si vous voulez, il n'y a pas de réforme actuellement pour cela, mais je me souviens du rapport, un excellent rapport, le rapport d'Aba Diawara, 2010, pour la consolidation de la démocratie, que j'appelle vraiment les acteurs, les autorités politiques ou les autorités administratives du pays de s'en approprier, de l'améliorer. C'est un excellent rapport qui faisait, après un état des lieux vraiment fourni, faisait des propositions qui allaient dans ce sens. Modifier la charte, faire en sorte que la transhumance qui fausse le jeu démocratique puisse être encadrée, parce que vous avez un élu qui, sur la couleur d'un autre parti, devient député, maire ou consort, et qui, en cours de mandat, va démissionner, ou même le lendemain de son élection, va démissionner pour revendre, si vous voulez, son mandat à un autre parti. Et donc, ça déséquilibre un peu le jeu politique. Donc, vous allez dans certains pays, des dispositions législatives ont été prises en ce sens pour interdire la transhumance. L'élu qui, en cours de mandat, démissionne de son parti sous la bannière de laquelle il a été élu, perd ipso facto son mandat. Et si on le faisait ici, on limiterait, si vous voulez, la transhumance politique, parce que ce qu'elle cause comme dommage est très grave. Vous avez des partis qui sont de majorité aujourd'hui qui deviennent directement minoritaires, parce qu'au début, à l'élection, étaient majoritaires, et par le jeu des tranches-fuges, deviennent minoritaires, et vice-versa. Vous avez des partis qui ont 5-4 députés, mais qui n'ont pas les moyens pour les conserver, qui sont, passez-moi l'expression, rachetés par des partis qui ont plus des moyens pour gonfler leur rang. Et ça force le jeu démocratique. Non, on a vu aussi une note interne, après vérifiée ou pas, qui apparemment prévoyait dans un plan de transition que les prochaines élections présidentielles soient triples, c'est-à-dire qu'elles soient couplées avec les législatives et les communales, de sorte que la personne qui accède au pouvoir à ce moment-là ne puisse pas influencer les votes pour les élections justement de proximité. Maintenant, est-ce que même si un cadre comme ça est mis en place, parce que beaucoup de gens disent, il y a aussi beaucoup de lois au Mali qui peuvent encadrer les choses mais qui ne sont pas appliquées, mais est-ce qu'actuellement, il ne serait pas bon de voir ces différents textes, peut-être justement avec des spécialistes comme vous êtes docteur, voir comment, dans ce système actuellement, on peut faire pour que justement, dans l'avenir, les partis politiques, ça soit des choses qui soient claires, et même s'il faut que les religieux, par exemple, rentrent en politique, parce que c'est permis, on peut avoir des partis religieux, comme ça existe dans d'autres pays, ou des partis catholiques, qui puissent aussi faire ce jeu-là, mais que ça soit un jeu où les données sont claires, que les cartes sont distribuées, mais de la même manière à tout le monde. Mais je pense que déjà les partis avec un objet ou un projet politique religieux
ne sont pas autorisés au Mali. Ça, c'est clair et précis. Si on veut faire de la politique, on oublie la région. Non, en fait, pour précision, si j'ai bien compris, parce que dans la charte, on nous dit effectivement que les partis, je ne sais plus si c'est l'article 45, il faudrait que je vérifie, mais on ne peut pas faire de politique sur une base ethnique. Exactement. Ou religieuse. Exact. Ou raciale. Tout à fait. Ou même sexiste. Mais je pense que ce n'est pas antinomique avec, par exemple, un mouvement. Quand je dis un mouvement ou un parti politique religieux, je veux dire c'est pas un parti pour les musulmans. Tout à fait. Ça peut être un parti qui va prôner, comme dans une démocratie par exemple, qui va prôner les lois de l'islam ou la charia, après peu importe. Ça c'est un choix qu'ils font. Mais normalement, je pense que dans le cadre légal, ça doit être possible. Après, effectivement, il faudra peut-être voir exactement comment, parce que la charte est claire, il ne faut pas qu'il y ait de distinction, race, ethnie, sexe, religion, etc., etc. Mais je pense qu'il faudra même l'éviter parce qu'aujourd'hui, si nous connaissons dans notre pays, on n'a pas si vous voulez, de segments politiques ou des partis politiques qui ont une base, si vous voulez, communautaire ou communautariste, qui fait que, par exemple, si vous allez dans certains pays que je ne citerai pas, le centre est pour un parti, le nord est pour un autre, et le sud pour un autre parti. Et donc, chacun a sa base dans une religion. Et à partir du moment où une partie de cette population va se sentir exclue parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, ça crée des conséquences de guerre civile qu'on a vues dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, on peut vraiment se satisfaire de cela, que le vote communautaire n'existe pas au Mali, le vote religieux, entre guillemets, n'existe pas. Mais si on ne fait pas attention, c'est des choses qui risquent d'arriver, surtout le vote religieux. Il faudra qu'on puisse mettre des garde-fous. Le vote religieux, non... pas directement. Pas directement. On a vu, par exemple, aux dernières élections, que le shérif de Nioro a pris position. Les élections de 2013, le shérif de Nioro a également pris position. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, ces religieux, aujourd'hui, ont quand même du poids, parce que quand on ne croit plus aux politiques, malheureusement, c'est ce qui arrive, on est obligé de s'accrocher à d'autres choses comme la religion ou la rue, parce que c'est un peu l'opium du peuple. Ils savent pas... Les politiques ont déçu, quoi, pour parler simplement. Tout à fait. On n'y croit plus. Alors donc il faut une troisième voie. Voilà. Donc quelle peut être cette voie? C'est-à-dire qu'est-ce que vous... Parce que l'émission est arrivée à terme, mais qu'est-ce que vous préconisez peut-être comme voie? Et si vous pouvez nous dire rapidement pour les téléspectateurs, quelle est la forme juridique normalement d'un parti politique et les conditions minima pour l'obtenir et comment on peut un peu durcir l'accès ou l'obtention pour la création de ces partis politiques-là. Et puis après, on va aller sur une dernière question. Si on veut restreindre les conditions de création des partis, on sera en contradiction un peu avec la Constitution. Il faut juste trouver les mécanismes pour permettre, au fait, pour provoquer la disparition forcée des certains... On peut pas, par exemple, fixer un nombre minimum de personnes pour créer un parti, c'est-à-dire peut-être il faut être au moins 100, il faut être au moins 200, parce que moi, ce qu'on me dit, et apparemment dans la pratique c'est comme ça, c'est 2 personnes. Oui. Bon. Non, on peut mettre des cadres, dire que, par exemple, le parti qui ne participe pas à un certain nombre de grandes élections, des élections de référence, comme dans certains pays, perdent naturellement leur qualité de parti dans un certain temps, s'ils n'ont pas de lui, ainsi de suite. On peut juste mettre ces garde-fous, mais essayer de restreindre le nombre, c'est contre la démocratie. Il faut trouver des subtilités juridiques qui font que, de façon automatique, cela va se faire. Mais est-ce que l'association, parce que c'est quoi la forme juridique? C'est une association? Si, les partis sont créés sur la base de l'association. Donc si c'est une association, pourquoi pas, encore une fois, dire, bon, vous êtes une association, si vous voulez devenir un parti politique, même avant de faire des élections, vous devez être au moins 100. 100, j'exagère, hein, oui. Mais bon, si on veut limiter le nombre de partis, ça passe aussi par peut-être ce type de mesures-là qui sont peut-être un peu contraignantes si on le regarde d'un point de vue de la liberté pour tous.
mais qui peuvent permettre justement d'éviter les problèmes dans lesquels on se trouve peut-être aujourd'hui. L'objectif, en réalité, n'est pas de limiter les partis en tant que tels, c'est de faire en sorte que le système soit dynamique et qui permette une auto-exclusion d'un certain nombre de partis qui ne sont pas dynamiques, qui seront obligés de fusionner avec d'autres partis. Si vous allez dans certains pays, le mode de scrutin, s'il est changé, permet de réduire le nombre de partis sans qu'on fasse attention. Cela est obligé. Cela est obligé. Cela est obligé. Permettre de diminuer le nombre de partis rapidement. Rapidement. Parce qu'il y a des modes de scrutin. Par exemple, si vous prenez le mode de scrutin uninominal à un tour, les systèmes d'alliance ne vont plus exister. Ce sont les deux grands partis qui vont gagner. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, les petits partis, entre guillemets, qui ont les mêmes idéologies que ces grands partis, seront obligés de fusionner. C'est ce qui se passe dans certains grands pays. Donc, le mode de scrutin aussi favorise l'augmentation du nombre de partis. Si vous prenez le système majoritaire à 2 tours, c'est la boîte à Pandore. C'est-à-dire que les partis sont créés et ils attendent le 2e tour. Est-ce qu'au Mali, on peut envisager peut-être un système de grands électeurs, comme ils le font un peu aux États-Unis, mais peut-être avec les traditionnels? Moi, j'aurais préféré plutôt un système à un mandat, uninominal à 1 tour, de 7 ans. Parfait. D'accord. Bon, comme je vous l'ai dit, comme l'émission est arrivée à terme, si vous avez peut-être une maxime qui vous marque ou qui vous a marqué, qui va être un peu le mot de la fin, et si vous avez un vœu pour un Mali et les Maliens meilleurs. La maxime qui m'a marqué, c'est une maxime politique. D'accord. Et je la préfère parce que ça détermine l'engagement d'un individu dans un parti politique. C'est mieux vaut vivre pour la politique que vivre de la politique. Pourquoi? Parce que si vous vivez pour la politique, vous venez en tant qu'un passionné, vous venez travailler pour un intérêt, vous venez servir le pays, servir les intérêts nationaux, servir l'intérêt général. Mais si vous vivez de la politique, vous devenez un salarié de la politique, et c'est ce qui a pour conséquence la corruption, le vol, le détournement. Donc il est bien de vivre pour la politique, c'est-à-dire au service d'une idée, d'une idéologie, que de vivre de la politique. On ne vit pas de la politique. Si on veut être riche, on ne fait pas de la politique, on va travailler. Voilà mon mot de la fin. Et si vous avez un vœu? Un vœu que la paix revienne au Mali et que les concertations qui ont commencé aujourd'hui accouchent d'une bonne transition pour qu'on aille dans une situation constitutionnelle normale. D'accord. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir accepté l'invitation et pour ces quelques éclaircissements que vous nous avez donnés. Donc, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure et donc sur la même chaîne. Merci de nous avoir suivis.